Aracy de Carvalho, une jeune Brésilienne à Hambourg. Elle s'installe en Allemagne au moment même où la dictature nazie s'empare du pays. Et pourtant, pour d'innombrables personnes, son nom sera synonyme de liberté, de courage et d'humanité. Aracy, elle essayait dans son quotidien de faire au mieux. Et par réflexe, comme ça, par humanité. Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, Aracy de Carvalho aide les Juifs à quitter l'Allemagne. Certains l'appelleront l'ange de Hambourg. Car à une époque où la haine et l'injustice règnent en maître, elle n'écoute que sa conscience et n'hésite pas à se mettre en danger. Merci beaucoup. Et cet employé du consulat brésilien va changer le destin de tant de personnes. Sans elle, je ne serais pas là. Voici l'histoire vraie d'une femme qui ne s'est jamais considérée comme une héroïne et qui a pourtant sauvé tant de vies. Rio de Janeiro, 1983. Aracy de Carvalho habite non loin de la célèbre plage de Copacabana. Elle reçoit régulièrement la visite de journalistes et on peut trouver de nombreux articles à son sujet dans la presse brésilienne. Mais elle ne s'est encore jamais exprimée devant une caméra. Les dialogues qui vont suivre sont tirés de différents entretiens. Merci infiniment. C'est très aimable de prendre le temps de me recevoir. De rien. Et c'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Quel maladroit. Vous êtes allemand, m'a-t-on dit? Oui. Je suis ravie de vous rencontrer. Je n'ai pas souvent l'occasion de m'entretenir avec vos compatriotes. C'est gentil, j'en suis moi-même ravi. Ça vous dérange pas si on prend quelques photos pour commencer? Du tout. Et ça vous convient? Très bien. Près de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, Aracy de Carvalho évoque enfin ses années sous le Troisième Reich. Jusqu'alors, elle n'avait jamais rien dit de cette période de sa vie, ni du courage dont elle avait fait preuve. Mais en 1982, son inscription au nombre des justes parmi les nations éveille l'intérêt de la presse pour son histoire. Merci beaucoup. C'était parfait, merci. Bien, à présent, pouvons-nous commencer l'entretien? En premier lieu, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à sauver des Juifs sous le Troisième Reich. À cette époque, je travaillais à Hambourg, plus précisément au service des visas du consulat brésilien. Voilà, vous recevrez la réponse chez vous. En 1938, nous avons vu arriver de plus en plus de demandes d'immigration de la part d'Allemands d'origine juive. Et le gouvernement brésilien nous avait donné ordre de ne pas délivrer de visa aux Juifs. Mais tout cela paraît bien loin aujourd'hui. Et comment vous êtes-vous retrouvé à vivre en Europe? Il fallait que je m'éloigne du Brésil. De la vie que je menais à Sao Paulo, la ville où j'avais grandi et où je m'étais mariée. Sao Paulo est l'une des plus grandes métropoles du monde. C'est aussi une place économique et financière majeure du Brésil. Dès la fin du 19e siècle, elle devient la capitale de la première région industrielle du pays, notamment grâce au commerce du café. Et elle attire des immigrants venus du monde entier, comme les parents d'Aracy de Carvalho. Son père est portugais. C'est un homme d'affaires prospère. Sa mère est d'origine allemande. Aracy est l'unique enfant du couple. Elle grandit heureuse au sein d'un milieu aisé. À 18 ans, elle épouse un Allemand, Johann Thess. Un fils naît de cette union. Mais bientôt, le couple traverse des difficultés et la jeune femme souhaite quitter son mari.
Elle pouvait se séparer de son mari, mais elle ne pouvait pas se remarier. Le divorce n'existait pas. Et c'était une société très, très provinciale. Et les gens ont commencé à dire du mal d'elle, une femme seule, séparée, avec un enfant. Et elle est partie pour s'éloigner des mauvaises langues, en fait. Aracy de Carvalho se cherche un avenir en tant que mère célibataire. Et pour elle, seule l'Europe lui en offrira un. C'est ainsi qu'en 1934, j'ai traversé l'Atlantique seule avec mon fils. Mais pourquoi avoir choisi l'Allemagne? Ma mère était allemande, vous savez. Sa sœur, qui était donc ma tante, habitait à l'époque au sud de Hambourg. Voilà pourquoi j'ai choisi cette ville comme destination pour ce voyage qui devait bouleverser ma vie. En 1934, elle embarque avec son fils à bord d'un paquebot de la Hamburg Sud, une compagnie maritime qui assure la traversée vers le nord de l'Allemagne. Je trouve qu'elle a fait preuve d'une très grande force et qu'elle a su se faire passer en premier, avec la volonté de quitter le Brésil et de laisser derrière elle la situation qui était la sienne. C'est d'un courage inimaginable. J'ai moi-même une petite fille. Je ne me vois pas quitter tout ce que je connais, le Brésil, mon père et ma mère, mes soutiens, mes amis, et me dire « ici, ça ne me convient pas, je m'en vais ». Pour moi, elle est vraiment une source d'inspiration. Aracy de Carvalho choisit sa destination en connaissance de cause. Elle connaît la culture allemande et, adolescente, elle a déjà visité l'Allemagne avec ses parents. Elle a vu la liberté de mœurs des grandes villes allemandes à l'époque de la République de Weimar. Les jeunes femmes des années folles sont pleines d'assurance et indépendantes. Le port de Hambourg. Au début du mois de mai 1934, Aracy de Carvalho débarque enfin dans la patrie de sa mère. Mais depuis son dernier séjour, l'Allemagne a bien changé. En 1933, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich. Depuis, la démocratie s'est tue. Le Parti national-socialiste est au pouvoir et l'idéologie raciale qu'il porte s'insinue bientôt dans tous les rouages de la société. Les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, ne sont déjà plus qu'un souvenir. Vous êtes allé de votre plein gré dans l'Allemagne d'Hitler, chez les nazis. Oui, ça peut surprendre aujourd'hui parce qu'on sait que l'Allemagne nazie a conduit à toutes sortes d'horreurs et à la guerre. Mais qui aurait pu deviner tout cela en 1934 ? Je voulais simplement échapper à cette vie au Brésil. Vous devez savoir qu'à l'époque, les femmes séparées de leur mari étaient mises au banc de la société. L'Allemagne était une sorte de refuge pour moi. Tandis qu'Aracy de Carvalho cherche refuge en Allemagne, des milliers d'Allemands ont déjà quitté le Reich. Ils sont écrivains, artistes, scientifiques, et fuient les persécutions organisées dans le cadre des actions contre l'esprit non-allemand. Beaucoup d'entre eux sont juifs. Les nazis mettent en place un régime à leur image, le Troisième Reich. L'adhésion à son idéologie est obligatoire. Tout écart est sévèrement puni. Les opposants politiques sont les premières victimes de la terreur nationale-socialiste. Ce sont les républicains, les démocrates sociaux, les communistes. Ils comptent là encore beaucoup de juifs dans leurs rangs. Dès 1933, ils sont pourchassés, arrêtés, torturés. Les premiers camps de concentration apparaissent, comme celui d'Oranienburg, près de Berlin. Une équipe de tournage nazi filme la vie quotidienne, ou plutôt met en scène le quotidien des internés. La propagande présente le camp comme un centre de rééducation. Il s'agit de faire de ses opposants des membres obéissants de la nouvelle communauté du peuple, la Volksgemeinschaft. Cette politique brutale rencontre l'approbation d'une partie de la population, celle qui rejette depuis des années la République et la modernité.
À l'été 1934, Adolf Hitler est à Hambourg pour sa première visite en tant que chancelier du Reich. Comme toujours, une foule en liesse l'acclame sur son passage. Aracide Carvalho est témoin de cette ferveur populaire. Elle vit alors depuis plusieurs mois chez des parents, au sud de la ville hanséatique. De nombreux documents de sa main ont été conservés. Sa famille a fait don de ses archives à l'université de Sao Paulo. Pour Sofia Tess, ces documents sont une fenêtre ouverte sur la vie de son arrière-grand-mère. Lorsqu'elle l'a connue, Aracide Carvalho était déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais Sofia se souvient très bien de la vieille dame. C'était une arrière-grand-mère aimante. On allait la voir à Rio, mais elle était déjà très âgée. Elle était coquette, elle se tenait droite, elle mangeait bien, se protégeait du soleil. Elle avait ce côté féminin et coquet, ainsi qu'une force, une présence, un courage qui, avec ou sans Alzheimer, avec ou sans les années, était là et faisait partie de son identité. Les petits agendas à noter donnent un aperçu de ces années hambourgeoises. Certains détails sont étonnants, comme les croix gammées tracées ici et là. Mais nulle part on ne trouve de considération sur la vie politique du Troisième Reich. Elle n'écrit pas du tout sur les nazis, c'est pas du tout quelqu'un de politisé, elle mène sa vie quotidienne et en fait les échanges avec sa mère traitent des affaires qui les concernent toutes les deux. Mais si elle ne parle pas de politique, elle ne peut ignorer le déploiement du régime national-socialiste. Notamment lors de la célébration de nouveaux jours fériés, comme ici, le 1er mai. Quantité d'organisations rattachées au parti sont créées et l'idéologie nazie s'impose partout dans la vie des Allemands, jusque dans la sphère privée. Alors, messieurs? Ces organisations ont leur code et leur symbolique. Ils sont les signes de reconnaissance de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Je l'avais dit, c'est jamais assez bien pour eux. Les symboles permettent aussi d'exclure certains citoyens allemands de cette communauté du peuple. Ainsi, le 1er avril 1933, le gouvernement appelle au boycott des commerces juifs, qui s'étend aussi aux professions libérales, comme les avocats et les médecins. Karl Franken fait partie des personnes directement concernées. Il travaille comme vendeur chez Feldberg, un grand magasin de vêtements appartenant à une famille juive. Il ne connaîtra pas personnellement Aracide Carvalho, mais le courage de la jeune femme va changer sa vie. Ses 3 fils ont conservé des souvenirs de sa vie à Hambourg. Mon père était très élégant. Physiquement, il attirait l'attention. Il était grand, très beau, sans compter qu'il était extrêmement sympathique et qu'il avait toujours plein de choses à raconter. Il était très apprécié de ses amis. Comme il travaillait dans la vente, il est devenu très communicatif. Mon père avait toujours le sourire aux lèvres. Il racontait des blagues tout le temps, il plaisantait en permanence. Et il avait une grande facilité pour le commerce. Karl Franken est l'un des 500 000 juifs allemands du Reich. Une infime minorité d'entre eux correspondent au portrait qu'en fait la propagande nazie, celui d'une caste d'industriels et de propriétaires de grands magasins, comme Feldberg. L'opération de boycott ne rencontre pas le succès escompté, surtout dans les grandes villes. En 1933, la population allemande n'adhère pas encore à la politique violente de discrimination des Juifs prônée par le régime.
Le boycott se termine, mais des lois antisémites vont bientôt prendre le relais. La violence de rue ne s'arrête pas en avril 1933. Elle a un autre visage. Et elle va se poursuivre de façon moins visible. En parallèle, on met en place un processus d'éviction des Juifs de la fonction publique. On tâche de donner une apparence de légalité à toutes ces mesures antisémites. Par le biais d'une disposition juridique intitulée « Article sur les Ariens », les Juifs sont exclus de pans entiers de l'économie et de la vie sociale. Ces lois sont adoptées dans une indifférence relative. La plupart des gens ne se sentent pas concernés. Aracide de Carvalho ne fait pas exception à la règle. Elle a bien assez à faire avec ses problèmes personnels. Je voulais absolument rester en Allemagne, et parlant bien allemand, j'avais la possibilité de m'intégrer facilement. Je me suis donc mise en quête d'un emploi me permettant d'être indépendante. Les temps sont difficiles. La crise économique de 1929 a frappé de plein fouet l'économie allemande. En 1933, le pays compte 5 millions de chômeurs. La quasi-totalité des foyers est touchée. Contrairement à d'autres régions, Hambourg est plus durement et plus longtemps affecté par les conséquences de cette crise internationale. L'économie et la prospérité de la ville portuaire sont étroitement liées au commerce mondial. Mais peu à peu, la conjoncture s'améliore. Et la propagande ne manque pas de présenter la reprise comme une victoire nationale-socialiste. Elle montre les chômeurs employés au chantier de construction de la première autoroute. Une grande opération de communication politique à laquelle Hitler participe en personne. De son côté, Aracide de Carvalho ne ressent pas encore les effets de l'embellie économique. Elle cherche toujours un emploi. Et à l'époque, la seule solution qu'elle voit, c'est les représentations diplomatiques brésiliennes, donc le consulat d'Hambourg. Donc elle commence, elle et sa mère, et ça on peut suivre dans leur correspondance, à essayer de trouver des gens de leur connaissance qui soient influents et qui puissent avoir des rapports avec des gens qui décident pour qu'elle puisse être embauchée au consulat. À l'été 1936, Aracide de Carvalho obtient enfin un poste au consulat brésilien, situé en plein centre-ville de Hambourg. Elle parle plusieurs langues, le portugais, l'allemand, l'anglais et le français. Des compétences très utiles pour travailler au service des passeports et des visas du consulat. Comme ses collègues, parmi lesquels on trouve aussi des citoyens allemands, elle est désormais l'interlocutrice de tous ceux qui souhaitent séjourner ou émigrer au Brésil. Une tâche bureaucratique avec laquelle elle doit d'abord se familiariser. Bonjour, Madame Carvalho. Bonjour. Le consul souhaite que vous vous familiarisiez avec ses directives pour l'octroi de visa. Vous pourrez ainsi vous occuper des demandeurs dès lundi. Formidable. Je me mets au travail immédiatement. Très bien. Merci. Pendant des décennies, le Brésil a ouvert grand les bras aux candidats à l'immigration. Il fallait de la main-d'œuvre pour accompagner le développement du pays et de nombreux Portugais, Italiens et Allemands s'y sont installés. Mais la crise de 1929 a mis fin aux exportations et ruiné le pays. En 1930, une révolution renverse le gouvernement et installe au pouvoir un régime autoritaire dirigé par Getúlio Vargas. Il instaure une politique culturelle d'assimilation qui touche principalement les immigrés. Les lois de nationalisation, c'était des lois assimilationnistes qui essayent de faire que ces gens-là ne vivent pas tous ensemble, ne s'isolent pas, au contraire, s'assimilent, comme il disait, se distribuent dans les territoires et se mélangent à la population locale pour s'intégrer, s'assimiler à la culture et à la nation brésilienne. Ces mesures sont surtout dirigées contre les ressortissants japonais, très nombreux depuis le milieu des années 1920, et qui s'intègrent trop peu au goût du gouvernement. Cette montée du nationalisme s'accompagne d'une fermeture des frontières.
La nouvelle constitution de 1934 met en place une politique de quotas. Désormais, seul un nombre limité d'immigrants peut s'installer au Brésil. Cette réglementation régit le travail quotidien d'Aracy de Carvalho. Son emploi au consulat lui donne enfin l'indépendance financière dont elle avait besoin. En 1936, elle s'installe dans le quartier d'Ulenhorst, où elle loue un appartement. Allez, Eduardo, on est pressé. Son fils Eduardo fréquente une école allemande et elle s'est fait des amis. Tiens, mais qui voilà? Bonjour, Rémi. Tu es toujours partante pour ce soir? On va danser? Bien sûr. Eduardo va aller chez ma tante après l'école et il dormira là-bas. Tu passes me chercher à 20h? Parfait, à plus tard. À tout à l'heure. Allez. La persécution des Juifs et des opposants politiques n'empêche pas la jeune femme de profiter de la vie hambourgeoise. Elle a 28 ans, elle est célibataire et savoure son indépendance. Les cartes postales envoyées à sa famille témoignent de nombreuses escapades en Allemagne et à l'étranger. J'ai énormément voyagé. J'ai vu presque toute l'Europe. Le retour de la prospérité se ressent dans toutes les strates de la société. À la fin de 1936, il n'y a plus qu'1 million de sans-emploi. Cette réduction drastique du chômage repose principalement sur la multiplication des chantiers de construction. À Hambourg, on démolit des quartiers entiers, devenus vétustes, pour en construire de nouveaux. La stratégie économique d'Hitler repose sur une politique de grands travaux financés par l'État, mais aussi sur le développement moins visible du secteur de l'armement. Ces mesures interventionnistes sont financées par la dette, mais peu d'Allemands en ont conscience. Ils ne voient que les glorieux symboles de la puissance et du dynamisme du nouvel État matérialisés dans le béton. Un État qui exclut la population juive et cherche à lui faire quitter l'Allemagne. Des affiches et panneaux posés par des nazis convaincus apparaissent dans le paysage. Le message est clair, les Juifs ne sont pas les bienvenus. Hans Horfeld, un jeune hambourgeois de 24 ans, va en faire l'expérience. Ce n'était pas un grand bavard. Il parlait peu et était assez timide. Il n'était pas vraiment expansif. Il était très doux. Hans Horfeld est étudiant en droit et rêve de devenir avocat. Il ne le sera jamais. En 1935, peu avant ses examens, il est exclu de l'université de sa ville natale, Hambourg. La mesure touche tous les étudiants qualifiés de non-ariens. Sa fille, Maria Julia, a conservé les souvenirs de cette époque. Les documents montrent comment l'étudiant chassé de l'université s'est cherché un nouvel avenir. Il rejoint Era Lutz, un mouvement de jeunesse sioniste. L'organisation prépare les jeunes gens à la colonisation agricole en Palestine. C'est dans ce but qu'elle les forme au travail de la terre et leur enseigne différents métiers artisanaux. Mais sur place, les conflits avec la population arabe se multiplient. La puissance mandataire britannique finit par restreindre l'immigration juive. Hans Horfeld doit donc renoncer à son projet d'installation. À ce moment-là, il ignore que le salut viendra du consulat brésilien. Il espère encore rester en Allemagne, en travaillant comme artisan. Mais en 1936, les jeunes Allemands juifs comme lui ont beaucoup de mal à trouver un emploi, car de nouvelles lois viennent d'être promulguées. Nuremberg, 1935.
le 7e congrès du Parti national-socialiste, dit Rassemblement de la liberté, bat son plein. 3 lois raciales sont adoptées à cette occasion. Elles poussent encore plus loin l'exclusion des Juifs de la société allemande. Il s'agit maintenant de les expulser d'Allemagne. C'est ce qui est fascinant dans les lois de Nuremberg. Elles imposent dans la société la définition nazie de l'identité juive. Parmi tous ceux que ces lois déclarent comme juifs, beaucoup ne se considéraient pas eux-mêmes comme juifs. Il y avait par exemple des gens convertis au christianisme. Et dans leur esprit, ils étaient des citoyens allemands, protestants ou catholiques. Mais selon la définition nazie, puisqu'il s'agissait d'une définition raciale, ils appartenaient à la race juive et étaient donc persécutés au même titre que les autres juifs par l'État nazi. Ces lois sont fondées sur une conception raciale de l'humanité qui n'a rien de scientifique. Selon cette définition, la judéité n'est pas un fait religieux ou culturel. Les Juifs appartiennent à une race différente, ennemie de la race allemande. Des affiches illustrent ces nouvelles lois avec différentes classifications en fonction de l'ascendance, telles que demi-juif, quart de juif et huitième de juif. Selon l'un des textes, la loi sur la citoyenneté du Reich, seuls les individus de sang allemand ou apparenté sont considérés comme citoyens allemands. Les Juifs sont de fait déchus de leurs droits et deviennent des citoyens de seconde classe. En parallèle, la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand interdit les mariages entre juifs et non-juifs. Les relations amoureuses entre eux sont passibles de peine de prison. Les lois de Nuremberg visent à légaliser le racisme d'État dans sa forme la plus directe. Elles se traduisent par une stigmatisation totale et à grande échelle des Juifs allemands, qui englobe tous les aspects du quotidien. Il faut purifier la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. En 1935, des membres de la SA mènent des expéditions punitives dans différentes villes d'Allemagne contre ce qu'ils appellent le mélange des races. C'est la Rassenschande, le déshonneur racial, un crime institué par les lois de Nuremberg qui cloue au pilori ceux qu'on considère comme des traîtres envers la race. Ce vernis bureaucratique permet de faire accepter plus facilement à de nombreux Allemands l'infériorité des Juifs, un sentiment qui traversait déjà la population de façon diffuse. Cette infériorité devient une réalité juridique inscrite dans la loi, et donc quelque chose de tout à fait présentable. Aracide de Carvalho a sans doute vent de ces violences. Mais son quotidien est centré sur son fils Eduardo et sur ses amis, avec lesquels elle échange des recettes de cuisine. Assieds-toi, il faut vite que je jette les boulettes dans l'eau. Tiens, je vais t'apporter ma recette de boulettes à la moelle, pour faire la soupe que tu aimes tant. Merci. Je ne reste qu'une minute. Vous allez passer à table, il faut que j'aille voir mes parents. T'as vu ça? C'est effrayant, non? De traîner des gens comme ça dans les rues, du simple fait de leur religion. La foi est quelque chose de très personnel, comme l'amour. Je suis catholique, tu es protestante, d'autres sont juifs, voilà tout. Oui, mais les juifs ne sont pas tout à fait comme nous, tu crois pas? Les nazis ont raison sur ce point. Oui, parce que ces lois raciales, elles n'ont pas été votées sans raison. Il a été prouvé scientifiquement que nous, les Allemands, nous ne devons plus nous mélanger avec eux. C'est forcément juste puisque c'est légal. C'est pas une opposante du régime, on ne peut pas dire ça d'Aracide. Mais petit à petit, elle commence à se rendre compte de l'injustice qu'on fait à ces juifs. Si certains ne respectent pas la loi et qu'ils en paient le prix, c'est tout de même un peu leur faute. Pas vrai? Oh, fais attention aux boulettes. Si tu les cuis trop longtemps, elles vont se désagréger. Et tu n'as vraiment rien remarqué. Ah si, c'est la robe hors de prix que tu rêvais d'acheter. Tu en as mis du temps. Elle te va très bien.
En 1936, rares sont ceux qui perçoivent pleinement le visage inhumain du régime nazi. Et cette année-là, le monde entier est invité en Allemagne. Neuf mois après l'instauration des lois de Nuremberg, Berlin accueille les Jeux olympiques d'été. Les nazis ont bien l'intention d'en faire une gigantesque opération de propagande à la gloire du régime. Pour désamorcer les appels au boycott, les Jeux sont déclarés ouverts aux sportifs de toutes les races et de toutes les confessions. Et pour la durée de l'événement, les persécutions contre les Juifs sont interdites. Voilà déjà plusieurs années que les athlètes juifs sont exclus des compétitions et des clubs allemands. Il est donc impossible qu'ils représentent le Reich aux Jeux. Ce qui n'empêche pas les dirigeants nazis de présenter au monde une Allemagne ouverte, pacifique, moderne, bien organisée et performante. Mais le vrai visage du régime nazi se dévoile à quelques kilomètres de là. Alors que les Jeux battent leur plein, un second camp de concentration est implanté à Oranienburg, au nord de la capitale, dans le quartier de Sachsenhausen. Dans un premier temps, ce camp est destiné aux opposants politiques. Mais très vite, on y interne aussi tous ceux qui n'entrent pas dans le moule de la Volksgemeinschaft. Les homosexuels, les Sinti et les Roms, les asociaux, les réfractaires au travail, les Juifs. La construction du camp passe pratiquement inaperçue dans la communauté internationale. La splendeur des Jeux occulte la terreur. Arassi de Carvalho visite la capitale allemande à cette période. La ville, ornée aux couleurs du Reich, l'impressionne beaucoup. Elle écrit à sa mère « Berlin est une merveille ». Les Jeux olympiques parent le régime nazi d'un immense prestige, aux yeux de la population comme à l'étranger. Pour le Brésil, l'Allemagne nazie est déjà un grand partenaire économique. Tandis que les entreprises technologiques allemandes investissent au Brésil, le géant sud-américain exporte vers le Reich du coton, du tabac et du café. Les plateaux qui dominent l'état de Sao Paulo sont couverts d'immenses plantations de caféiers. Le port de Santos est ouvert sur le marché mondial. C'est là qu'arrivent les paquebots à destination de Sao Paulo. C'est aujourd'hui l'un des plus grands ports à conteneurs d'Amérique latine. Dès la fin du XIXe siècle, le commerce du café transforme la modeste bourgade. Et son port d'embarquement est spécialement conçu pour ce produit très demandé. En 1936, le Reich allemand est l'un des premiers destinataires des exportations brésiliennes. En Allemagne, le port de Hambourg est le principal site de transbordement des marchandises venues du monde entier. Les cargaisons débarquées sur les quais sont entreposées dans un immense complexe d'entrepôts, la Speicherstadt. Cette ville dans la ville flotte sur des pilotis de chêne depuis la fin du XIXe siècle. Elle a été bâtie au milieu de l'Elbe, principalement pour l'entreposage du café non torréfié. Hambourg est alors la plaque tournante de ce commerce en Europe. Et à ce titre, c'est une ville de première importance pour le Brésil. Arassi de Carvalho a beaucoup à faire au consulat. À bientôt. Personne suivante? Bonjour, je m'appelle Ludwig Freudenthal. Asseyez-vous. Je travaille pour l'organisation de secours des Juifs allemands. Je souhaiterais vous présenter brièvement notre organisation et ses différentes activités. Je suis navrée, mais comme vous le voyez, nous avons beaucoup à faire. Il vaut mieux prendre rendez-vous pour ce genre de choses. Mais dites-moi quelques mots. J'ai ici notre dernier rapport. Tenez, notre organisation apporte conseil et soutien aux Juifs qui souhaitent émigrer.
Dans cette optique, nous sommes intéressés par toutes sortes d'informations, notamment en ce qui concerne les demandes de visa, ainsi que leurs conditions d'octroi. C'est au consulat qu'elle est confrontée pour la première fois de façon concrète à la discrimination des Juifs. En fait, c'est un hasard, parce que quand elle cherche un travail, elle ne cherche pas du tout un travail pour participer de cette situation. Du tout. Elle veut résoudre sa situation privée. Il se trouve que le poste qu'on lui propose la met au cœur de cet enjeu. Et c'est sa vie qui lui oblige à prendre une position, chose qu'elle n'avait pas prévue. Je vois. Très bien. Tenez, prenez ma carte, nous conviendrons d'un rendez-vous pour que vous puissiez m'expliquer tout cela. Merci bien. Je vous en prie. Monsieur. C'était Freudenthal. Que voulait donc ce juif? Simplement se présenter, pourquoi? De plus en plus d'éléments hostiles entrent au Brésil. Il faut se méfier des Juifs en particulier. Ils sont nuisibles pour le pays. Merci, monsieur Hansen, mais je crois pouvoir défendre dignement les intérêts de mon pays. Je n'ai pas été nommé chef de service pour rien. Personne suivante. Personne suivante. Bonjour, je vous écoute. L'hostilité envers les Juifs déborde largement les frontières de l'Allemagne. Ainsi, Ludwig Freudenthal sait pertinemment que l'antisémitisme gagne aussi les esprits au Brésil. Les Juifs sont considérés comme une race non assimilable. On estime qu'ils ne sont pas capables de s'intégrer dans la société brésilienne et on voit surtout en eux un danger. D'abord parce qu'ils parlent une autre langue et ont une culture différente, mais aussi parce qu'on les associe au communisme par le biais de ce qu'on appelle le complot judéo-bolchevique. Et pour le gouvernement nationaliste et conservateur de Getúlio Vargas, les bolcheviks sont bien évidemment l'ennemi à abattre. Dans cet étrange imaginaire, les Juifs sont tout à la fois les moteurs du capitalisme occidental et les architectes du communisme soviétique. Ils dominent l'élite économique mondiale et complotent en même temps son renversement. Les journaux nazis comme Der Stürmer multiplient les caricatures grotesques qui alimentent la haine du Juif et façonnent une certaine image de lui. Le journal bénéficie d'un affichage public. Ces vitrines permettent d'instiller la propagande nazie dans l'esprit de tous les passants, même de ceux qui ne savent pas encore lire. La jeunesse est l'une des préoccupations majeures du régime. L'école est le premier lieu d'embrigadement des esprits. Les manuels de l'enseignement primaire sont imprégnés de l'idéologie nationale-socialiste et les idées de communauté raciale sans cesse mises en avant. Des idées que le petit Eduardo de Carvalho ramène à la maison. Maman? Oui, mon garçon? Comme j'ai du sang allemand, je suis un arien. On ne fait pas ce genre de distinction de race chez nous. Oui, mais à l'école, ils ont... Eduardo, tu es brésilien. Et tu es mon fils avant tout. Un fils qui va se laver les mains pour qu'on puisse passer à table. Chez Aracy de Carvalho, le malaise grandit. D'autant qu'en 1937, elle apprend que le gouvernement brésilien ne se contente plus d'être farouchement nationaliste. Il mène aussi de façon officieuse une politique antisémite. Le ministère des Affaires étrangères émet ainsi une circulaire secrète à l'attention de toutes les représentations diplomatiques. Elle stipule qu'un visa sera refusé à toute personne d'origine sémite. Aracy de Carvalho est tenu d'étudier ces directives et de les suivre à la lettre. Cependant, la circulaire ne donne pas de définition précise de ce qu'il faut entendre par l'expression d'origine sémite. En fin de compte, chaque employé pouvait décider qui devait être considéré comme juif.
et par conséquent, quelle demande devait être traitée. À Hambourg, certains employés du consulat ne faisaient pas mystère de leur sympathie pour le national-socialisme et ils faisaient traîner des dossiers. Vous devez vous montrer patient, nous avons une procédure à suivre. Mais pourquoi je n'ai pas mon visa? Je vous le répète, vous allez devoir patienter. Vous voulez quoi? Encore de Bonjour. Voulez-vous bien quitter le consulat? C'est impensable. On croit rêver. Je vous écoute. Je voudrais émigrer au Brésil, avec ma famille. Je suis cordonnier et très travailleur. Comment vous appelez-vous? Vous êtes allemand? Oui, je suis né à Hambourg. Je m'appelle Wilhelm Rosenbaum, un nom d'origine juive. D'où le fait que j'ai perdu beaucoup de clients. Le nom de famille d'une personne ne devrait pas décider de son avenir, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans les guichets, qui sont dans l'accueil comme Arassi, ils ont un rôle, ils ont une marge de manœuvre, ils ne font qu'objectivement reproduire les règles, les obéir. Ils ont une marge de manœuvre réelle qui peut faire toute la différence. Et Arassi a fait la différence. Si vous étiez juif, vous auriez sûrement pris contact avec l'organisation de secours des juifs allemands, n'est-ce pas? Mais je peux vous informer des conditions d'entrée sur le territoire brésilien, des différentes démarches à suivre pour obtenir un visa et les documents nécessaires pour la demande. La compassion d'Arassi de Carvalho prend le dessus. Elle a fui son pays pour échapper à la stigmatisation et à l'exclusion. Désormais, elle omet simplement de préciser que certains demandeurs sont juifs. Donc vous avez délivré des visas à des personnes qui n'étaient pas censées en obtenir. Pourquoi? Comment cela, pourquoi? Pourquoi vous ne vous en êtes pas tenu aux règles comme tous les autres employés du consulat? Pour elle, la justice était primordiale. Il fallait être correct, juste. Mais je crois qu'il y avait autre chose de tout aussi important. Elle n'en parlait pas, mais nous le sentions. C'était l'indépendance, l'autonomie. C'est cette volonté farouche d'indépendance qui retient la jeune femme en Allemagne, malgré des réserves de plus en plus grandes envers la politique nazie. De nombreux Allemands trouvent qu'il fait bon vivre sous le Troisième Reich. La conjoncture économique est bonne et les biens de consommation coûtent peu cher, à l'image du Volksempfänger, le récepteur du peuple. La Volkswagen, cette voiture du peuple, qu'on surnommera plus tard la coccinelle, est conçue pour mettre l'automobile à la portée de tous. La voiture comme matérialisation de la liberté. Un rêve qu'Arassi de Carvalho compte bien réaliser. Elle économise pour en acheter une et s'inscrit dans une école de conduite. Merci. Ah, je vous présente ma nouvelle élève conductrice. Alors, monsieur Muir, vous êtes prêt? Enchanté. Comment osez-vous venir dans notre boutique pour vous faire servir? Vous croyez pouvoir tout vous permettre avec votre argent? Ici, c'est une boutique de mode arienne. Et vous ne la salirez pas. Allez, viens, on rentre. Attendez, je vous aide. Merci. Venez. Elle a tout de suite été impactée et sensible à cette souffrance qu'elle voyait qui était réelle. Elle voyait dans l'espace urbain, elle voyait de la propagande, elle voyait ce qu'était devenu la violence quotidienne en Allemagne. Donc elle voyait que c'était des gens qui souffraient vraiment, qui étaient de fait persécutés pour des raisons qu'elle considérait injustes, et elle s'est prise de compassion sincère. Merci de m'avoir permis de me rafraîchir. Ah, vous n'auriez pas dû laver ma pochette. J'ai déjà beaucoup trop abusé de votre amabilité. Je vous en prie. Asseyez-vous une minute. Puis-je vous offrir un remontant? Oui, volontiers. Cela ne m'était encore jamais arrivé. Cette boutique m'a été recommandée par une connaissance et l'une des vendeuses m'a reconnue. Oui, c'était une ancienne patiente de mon mari, Hugo Lévy. Il est dentiste et juif. Ce n'est pas une raison pour traiter une dame comme vous de la sorte. Normalement, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas l'air d'être juive. Je vous en prie. À l'image de Margaret Lévy, de nombreux juifs ont fini par intérioriser les préjugés antisémites. Ils s'expriment dans des caricatures grossières, comme celle colportée en 1937 par une exposition de propagande nazie intitulée « Le Juif éternel ».
Cette manifestation itinérante se pare des attributs de la rigueur scientifique pour attiser encore davantage la haine du juif. Elle sera l'une des plus visitées de l'ère nazie et annonce l'année 1938 qui va voir la politique antisémite du Reich monter d'un cran dans l'horreur. En 1938, la propagande nazie se répand déjà depuis 4 ans dans le pays. Elle a fini par atteindre l'ensemble de la société, et on voit très clairement que les stéréotypes antisémites sont entrés peu à peu dans les représentations de la population et ne sont plus remis en question. Le juif est vu comme l'élément étranger. Il n'est plus un Allemand et ne peut plus l'être. Et toutes ces idées trouvent progressivement leur place et sont acceptées dans la société nationale-socialiste. Ces idées vont encore s'imposer plus largement. En mars 1938, l'Allemagne célèbre l'Anschluss, l'annexion du voisin autrichien. Toutes les dispositions antisémites du régime nazi s'appliquent désormais à la population juive d'Autriche. Vienne compte alors une importante communauté juive. Sur place, les partisans du nazisme laissent libre cours à leur haine. Les juifs sont persécutés, leurs appartements saccagés, leurs commerces pillés. Une atmosphère de pogrom s'abat sur la capitale autrichienne. Des files de candidats à l'émigration se forment devant les consulats. Mais les frontières des pays voisins se ferment peu à peu aux Juifs. En 1938, les persécutions contre les Juifs ont encore redoublé. Il en arrivait de plus en plus au consulat. Monsieur Rosenbaum, voici vos passeports et visas pour le voyage. Vous les montrerez à votre arrivée au Brésil. Je vous remercie pour votre aide et votre gentillesse. Vous offrez à ma famille une nouvelle vie. Mais de rien, je vous en prie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur au Brésil. Puis-je vous présenter Madame de Carvalho, la directrice du service des visas et passeports. Voici Monsieur Guimarães Rosa, notre nouveau vice-consul. Enchanté. Des poèmes de Goethe? Je les apprécie beaucoup, moi aussi. J'ai appris l'allemand avec Goethe. Venez, je vais vous présenter au consul. Guimarães Rosa était un jeune diplomate. C'est son premier poste dans la diplomatie brésilienne. Lui aussi, il était en train de se séparer de sa femme. Il a laissé au Brésil son ex-femme et ses 2 filles. Et il part seul à Hambourg. João Guimarães Rosa vient de se découvrir un talent d'écrivain. Il admire l'Allemagne, le pays des poètes et des penseurs. Peu après l'arrivée du consul adjoint, Arassi note sa présence dans son carnet. « J'ai visité des maisons avec le nouveau consul adjoint », écrit-elle. Ce n'étaient que de brèves excursions pour visiter des appartements. Mais elles ont changé le cours de ma vie. De discrets indices apparaissent alors dans son carnet, comme le mot « ensemble ». Leur idylle se noue à l'été 1938. Rien n'indique encore qu'il soutiendra son entreprise courageuse et périlleuse. C'est une très belle saison à Hambourg. Ce n'est plus le pays des poètes et des penseurs. Tu veux bien me tenir ça? Tiens. C'était une période merveilleuse. J'étais heureuse, nous étions très amoureux. Et en même temps, le monde s'assombrissait autour de nous. Impossible à présent d'ignorer la persécution des Juifs. Elle est le revers cruel d'une société allemande qui s'accommode depuis 4 ans du régime nazi. Et le régime fait tout pour détourner les citoyens de cette sombre réalité.
L'année 1938 est émaillée de festivités et de défilés colorés. On voit ici, à Hambourg, la parade du mouvement Kraft durch Freude, la force par la joie. Cette organisation nazie très populaire vise à encadrer les loisirs au sein du Reich. Le mouvement possède même des paquebots, comme le Wilhelm Gustloff, lancé à Hambourg en 1937. Ils sont les symboles d'une société qui prétend être une communauté nationale sans classe. À leur bord, tout Allemand peut connaître le luxe d'une croisière au long cours, comme le montre ce film de propagande. Pour bénéficier de ces avantages, il faut soutenir le régime national-socialiste dans toutes ses dimensions. Et c'est ainsi que l'idéologie nazie s'insinue dans la sphère intime et dans les relations entre les individus, y compris entre Arassi et son nouveau compagnon. Allez, raconte. C'est qui ce nouvel homme de ta vie? Il s'appelle Joao. Il travaille au consulat, c'est le nouveau vice-consul. Il a le même âge que moi, et il est séparé lui aussi. Et il a laissé sa femme et ses 2 petites filles au Brésil. Il est brésilien alors? Oh, tu m'envoies soulagée. Soulagée? Pourquoi donc? Oui, je vous ai vus ensemble. Et j'ai eu peur que tu sois tombée amoureuse d'un juif. Ils ont souvent la pommade eux aussi, et ça aurait beaucoup compliqué les choses. Comment cela? J'ai été nommée à un nouveau poste au ministère, et je dois faire encore plus attention à mes fréquentations. Tu me comprends, n'est-ce pas? Il serait faux de croire que la société se transforme uniquement par un mouvement descendant, de l'élite nazie au peuple. Les individus participent activement, à leur échelle, pour différentes raisons. Ils peuvent avoir des motivations idéologiques ou politiques, agir par désir d'ascension sociale, par égoïsme, par jalousie. Tous ces mobiles personnels concourent à la mise en place de la société nazie. Pour faire partie de la Volksgemeinschaft, il faut participer activement à l'exclusion des Juifs et à l'arianisation de la société allemande. On rend ainsi la vie impossible aux Juifs. Les banques annulent les emprunts, les propriétaires résilient les contrats de location, les fournisseurs mettent fin à leur collaboration. Les commerçants se voient contraints de vendre leurs magasins, souvent bien en dessous de leur valeur. Des hommes d'affaires hambourgeois peuvent ainsi faire d'une pierre 2 coups, se débarrasser d'un concurrent gênant et s'enrichir au passage. Ce sera notamment le destin du magasin de confection Feldberg, où travaille Karl Franken. Au début de l'année 1938, il est l'un des rares juifs à avoir encore un emploi. Il savait qu'en Allemagne, les juifs étaient persécutés. Cependant, comme notre nom de famille sonne très allemand, Franken, les gens ne le regardaient pas comme un juif, mais comme un arien. Karl Franken. Il ne ressentait pas l'antisémitisme dans sa chair. Mais l'arianisation de l'économie change aussi le destin de Karl Franken. Ses 3 fils ont conservé la brochure publicitaire du magasin de confection dans lequel leur père est passé de vendeur à gérant. Les propriétaires juifs de Feldberg sont contraints de vendre, et l'acquéreur se sépare des employés juifs. C'est ainsi qu'en 1938, Karl Franken est licencié et se retrouve sans emploi. Il souhaite alors quitter l'Allemagne. Il remplit donc les formulaires nécessaires, assortis du détail des biens qu'il possède. Une condition obligatoire pour se voir délivrer l'autorisation d'émigrer. L'objectif des autorités nazies était d'une part d'encourager l'émigration des Juifs allemands, afin de purifier le Reich allemand de ses éléments juifs, mais d'autre part, il s'agissait aussi de faire main basse sur la totalité des biens des Juifs. Les archives nationales de Hambourg ont conservé ces déclarations. On peut ainsi consulter la liste des possessions de Karl Franken.
Tout y est scrupuleusement consigné, jusqu'au plus petit effet. Ceux qui possèdent une fortune importante doivent en remettre jusqu'à 25% à l'État allemand. Karl Franken veut émigrer aux États-Unis, mais le pays de la liberté lui refuse un visa. En 1938, un grand nombre d'États ont fermé leurs frontières aux Juifs. De longues files se forment devant les délégations étrangères, comme ici, à Vienne. Chacun attend ce visa tant convoité, souvent en vain. L'espoir des candidats à l'émigration renaît avec l'organisation de la conférence d'Évian en juillet 1938. Des diplomates de nombreux pays se réunissent pour résoudre la crise des réfugiés et permettre l'émigration des Juifs allemands et autrichiens. Ce qui était terrible, c'est que tous les États qui ont participé à cette conférence étaient bien conscients de la crise des réfugiés juifs allemands, et ils la reconnaissaient comme telle. Et pour autant, aucun ne s'est déclaré prêt à accueillir des Juifs allemands supplémentaires, en tout cas pas en masse. On a donc un parterre de nations qui n'est pas parvenu à trouver une solution à cette crise internationale des réfugiés. Au Brésil, le paysage politique a changé. En 1937, sous prétexte de lutter contre la menace communiste, le président Vargas fomente un coup d'État. Puis, décrétant l'état d'urgence, il ferme le Parlement, interdit les partis et suspend la Constitution. C'est le début de l'Estado Nuevo, l'État nouveau, un régime nationaliste et autoritaire. Mais en ce qui concerne sa politique antisémite officieuse, les directives changent. En septembre 1938, une nouvelle circulaire secrète est envoyée. Le Brésil accueille désormais les Juifs qui contribuent au progrès du pays. Parmi eux, les artistes, les scientifiques, mais aussi les techniciens et les personnes disposant de capitaux. On voit s'ouvrir ici pour les Juifs une possibilité individuelle d'émigrer au Brésil. Mais la politique d'accueil reste très limitée. Le Brésil ne veut toujours pas accueillir des réfugiés en masse. La nouvelle circulaire limite donc considérablement l'afflux des Juifs au Brésil, toujours de façon officieuse. Aracy de Carvalho doit évidemment se conformer à ces directives. Officiellement, il existe toujours un quota d'immigrants pour le Brésil. Le consulat ne peut donc délivrer qu'une quantité limitée de visas permanents. Mais à la fin de l'été 1938, les Juifs continuent de se presser au consulat brésilien. Parmi eux, Margaret Levy, qui souhaite quitter l'Allemagne avec son mari, Hugo. Nous avons reçu de nouvelles directives pour les candidats à l'immigration. Et cela rend les choses plus compliquées? Pour pouvoir émigrer au Brésil, il faut appartenir à certains corps de métier. Mais ton mari n'est ni un scientifique de renom, ni un artiste, ni un technicien spécialisé. Et pour émigrer en tant qu'investisseur, le prérequis est de transférer 500 000 comptes de Réau vers la Banque du Brésil. Pouvez-vous réunir plusieurs centaines de milliers de Reichsmark? Notre argent est déjà à l'abri à l'étranger. Nous ne pouvons pas réunir cette somme si vite. Une partie, peut-être. Cela ne sera pas suffisant. Mais nous devons partir. Il y aurait une solution, un autre type de visa. Il ne vous donnera que le statut de touriste, mais au moins vous pourrez quitter le pays. Aracy, elle a essayé d'utiliser le plus possible la marge de manœuvre qu'elle avait dans le poste qu'elle occupait, avec sa position en bas de la hiérarchie, pour optimiser la possibilité qu'elle avait d'aider les personnes qui venaient lui demander de l'aide. Aracy a trouvé une faille dans le système, la catégorie touriste. Ce sera pour beaucoup un véritable visa pour la vie. Contrairement aux émigrés, les vacanciers remplissent moins de formalités et surtout, ils ne sont soumis à aucun quota. Ces visas touristiques sont certes limités dans le temps, mais une fois sur place,
les réfugiés peuvent toujours rester clandestinement au Brésil après l'expiration de ce permis de séjour. La jeune femme agit ici aux limites de la légalité. C'est la saison idéale. Ici, l'hiver arrive. C'est une période merveilleuse pour un voyage d'agrément au Brésil. Ce sera tout juste le début de l'été. Les températures sont très agréables. Croyez-moi, ce sera un séjour extraordinaire. Margaret Levy ne sera pas la seule à profiter de cette possibilité de fuite. Mais il y a un obstacle. Ensuite, une fois sur place, ce sera pas forcément simple, mais vous ne pourrez pas être envoyé. Aracy de Carvalho n'a pas droit de signature. Elle ne fait qu'enregistrer les demandes. Et toute demande doit être visée et signée par ses supérieurs, le consul général ou, en son absence, le consul adjoint, en l'occurrence, son compagnon depuis mai 1938, João Guimarães Rosa. Tant que les Juifs ne sont pas signalés en tant que tels sur les passeports, la délivrance de visas touristiques ne pose pas de problème. Mais à partir d'octobre 1938, les papiers d'identité des personnes jugées juives par les autorités nazies sont marqués d'un J rouge. Dès lors, Aracy de Carvalho joue un jeu encore plus dangereux. Tu procures des visas de tourisme à beaucoup de Juifs, mais ils ne reviendront pas en Allemagne. Ce ne sont pas des touristes, Aracy, tu le sais parfaitement. Ces demandes de visa ne sont pas recevables. Ils sont persécutés dans leur propre pays pour des raisons religieuses. Ils n'ont rien fait. Tout le monde ne voit pas les choses comme toi au Brésil. Fais attention de ne pas aller trop loin. Tu pourrais perdre ton poste. Je dois accepter l'injustice sans rien faire. C'est ainsi que tu vois les choses? Je suis si heureux d'être venu ici et de t'avoir rencontré. João Guimarães Rosa n'est pas seulement son amant. Il va devenir son confident. Et malgré ses craintes, il ne fait rien pour l'empêcher de continuer. Les arguments de la jeune femme l'ont convaincue, même si elle enfreint les directives de son pays pour aider les Juifs. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des doubles souffrances pour ces gens-là. La principale, celle qu'ils subissaient en Allemagne, et en plus, celle que les lois restrictives brésiliennes voulaient ajouter à ça. Et elle a voulu, autant qu'elle pouvait, soulager ses souffrances. Aracy est en contact étroit avec Ludwig Freudenthal de l'Organisation de secours des Juifs. Ce type de manuel doit permettre de fournir aux candidats à l'émigration des informations sur les différents pays. Pendant ce temps, le Reich continue de s'étendre. Après l'annexion de l'Autriche, Hitler s'empare de la région des Sudètes. Une fois de plus, la population allemande accueille la nouvelle avec enthousiasme. Fin octobre 1938, les premiers Juifs sont déportés. Il s'agit de citoyens polonais installés depuis des années en Allemagne. Plus de 15 000 Juifs sont arrêtés et expulsés vers la Pologne. Mais ils n'y sont pas les bienvenus. En attendant une décision, on les parque à la frontière dans des camps improvisés. Parmi eux, il y a les parents de Herschel Greenspan, 17 ans, qui vit en France. Le tout jeune homme se rend à l'ambassade d'Allemagne à Paris et tire sur Ernst von Rath. L'employé meurt 2 jours plus tard et l'attentat donne aux nazis un prétexte pour des actes de représailles contre les Juifs. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des synagogues sont brûlées dans toute l'Allemagne. Des membres des organisations nazies brisent des vitres et pillent des magasins appartenant à des Juifs. Ils s'introduisent chez eux pour les brutaliser et parfois même pour les assassiner. Hambourg n'est pas épargné, même si ces opérations sont menées le 10 novembre seulement.
Arassi! Non, pas par ici. Arassi! C'est terrible. Les nazis sont en train de piller les magasins juifs. Ils chantent, il y a partout du verre brisé, ils brûlent les synagogues. Non, non, Tu non. n'as rien? Non. Plus. Mais j'ai vu des horreurs. Des nazis qui battaient des hommes jusqu'à la mort. Occupe-toi de Margaret. Mais surtout, ne prends pas de risques. Je vais voir si je peux être utile. Fais attention à toi. Je m'inquiète pour Hugo. Je l'ai appelé tout à l'heure et je lui ai dit de nous rejoindre au consulat. On y est en sécurité, n'est-ce pas, avec toi? Oui, vous êtes en sécurité et je pourrais vous emmener chez moi ce soir. Les pogroms de 1938 sont un tournant. Ils marquent la volonté du régime de passer d'une exclusion pseudo-légale à des mesures violentes, à une politique qui n'hésite plus à s'en prendre aux Juifs dans leur chair, qui n'accorde aucune valeur à la vie des Juifs. Ce soir-là, Hugo Lévy, l'époux de Margaret, parvient à gagner l'appartement d'Arassi pour s'y cacher. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vais vous servir un cognac. Merci. J'ai vu un homme monter discrètement les escaliers. Je suis certaine qu'il est entré chez toi. Arassi! Il ne faut pas accueillir d'inconnus, surtout pas aujourd'hui. Demande à mon ami Werner ce qu'il en pense. Amy, je suis employée au consulat brésilien. Je rencontre chaque jour des gens que tu ne connais pas. La journée a été longue. Bonne soirée. L'avertissement est justifié. Les nazis continuent de chercher des Juifs tout au long de la nuit de cristal. Et il n'est pas rare qu'ils s'en prennent aussi à ceux qui les aident. Hugo Lévy est à l'abri chez Arassi. Mais dans tout le Reich, des hommes juifs sont arrêtés. On les rassemble dans les rues pour que chacun les voie. Ce qui semblait encore impensable en 1933 est désormais une réalité. Environ 30 000 hommes juifs sont emmenés vers les camps de concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Cette fois, Karl Franken, l'ancien employé de Feldberg, a de la chance. Il a été prévenu à temps et peut se rendre à la gare de Hambourg. Il réussit à prendre un train pour la Ruhr, où vit sa sœur. En montant dans le train, il a eu la chance de sa vie. Il s'est installé dans un wagon où se trouvaient 3 officiers SS. Ils étaient dans la première rangée, autour d'une petite table. Les 3 hommes ont demandé si quelqu'un savait jouer aux cartes. Mon père a levé la main et a dit « Oui, moi ». Il s'est assis avec eux et ils ont joué toute la nuit. Ça a été le deuxième grand miracle de sa vie, car lorsque les contrôleurs sont passés pour vérifier les papiers d'identité, ils ne lui ont rien demandé, vu qu'il était assis avec des officiers SS. Karl Franken est libre, mais il doit absolument quitter le pays. Il a tous les documents nécessaires en sa possession, mais les États-Unis et l'Uruguay, ses premiers choix pour l'émigration, lui ont refusé un visa. Il entend alors parler d'Arassi de Carvalho par l'intermédiaire d'une compagnie maritime. Grâce à un contact, il a appris qu'un agent de la Hamburg Sud avait lui-même un contact au consulat brésilien de Hambourg, par l'intermédiaire duquel il pouvait obtenir un passeport. Arassi collabore ainsi en plusieurs occasions avec d'autres hambourgeois pour organiser la fuite des Juifs. Des contacts qu'elle garde secrets. J'ai trouvé une correspondance d'Arassi avec un monsieur qui travaillait dans l'Hambourg Sud, qui lui écrivait des lettres très gentilles, mais qui ne parlait jamais de ça, qui parlait de paquets de café qu'il lui a apportés, des choses et d'autres, des lettres très amicales avec ce monsieur Unger, qui était un fonctionnaire d'Hambourg Sud et qui peut-être collaborait avec elle. Toujours est-il que Karl Franken obtient un visa de touriste pour le Brésil, rempli de la main d'Arassi, sans jamais s'être rendu au consulat brésilien. Le 9 décembre 1938,
il quitte Hambourg pour le Brésil. Les Lévy ont également obtenu un visa de touriste grâce à la jeune femme. Hugo Lévy continue de se cacher chez des amis. Margarete surmonte seule les obstacles bureaucratiques pour partir à Sao Paulo. Les archives de Hambourg ont conservé la longue liste des biens que les Lévy souhaitent emporter en exil. Parmi eux, des appareils dentaires de Hugo Lévy. Ils lui permettront d'installer son cabinet de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le régime nazi s'intéresse surtout aux objets de valeur, comme les bijoux en or. Il devient de plus en plus difficile de les emporter. Pour finir, il est obligatoire de les abandonner sur place. Assieds-toi, je t'en prie. Je ne reste pas, il me reste encore beaucoup à faire. Voilà les bijoux que je n'ai pas signalés. Tu es sûre de vouloir les cacher dans le bateau? Tu ne risques rien? Non, je les mettrai avec la correspondance diplomatique que je vais apporter demain au commandant. Les nazis n'ont pas le droit de l'ouvrir. Je voudrais te donner cette bague. Non, Margaret, non. En guise de remerciement pour tout ce que tu as fait pour nous. Je vais te donner l'adresse de ma mère. N'hésite pas à aller la voir. Merci, je n'y manquerai pas. Inutile de me raccompagner. On se voit demain. Oui, à demain. Elle a pris les bijoux de Margaret, elle les a gardés, puis elle les a emportés dans la cabine. Là, elle les a cachés dans, comment dit-on, dans le réservoir des toilettes, là où il y a de l'eau. Je ne sais pas si elle a fait ça pour d'autres personnes. C'est Margaret, avec qui nous étions en relation, qui nous a raconté tout ça. Les nazis veulent à tout prix éviter que les réfugiés ne transfèrent leur fortune à l'étranger. Faire passer des objets de valeur juifs sur un paquebot est terriblement dangereux. Arassi de Carvalho n'est qu'une simple employée du consulat et ne bénéficie d'aucune protection diplomatique. Dans les archives du ministère des Affaires étrangères, on peut consulter des documents sur des fonctionnaires de consulat qui ont aidé des Juifs à transférer des devises à l'étranger, parfois contre rémunération. Les diplomates risquent la révocation, mais les simples employés peuvent se retrouver en prison. Fin 1938, le Reich compte encore plus de 375 000 juifs allemands. En novembre, le régime nazi fait payer les destructions de la nuit de cristal par les victimes elles-mêmes, une mesure qualifiée d'expiatoire. Les Juifs ne peuvent faire appel à une société d'assurance. Ils doivent régler les réparations de leur poche. Dans le même temps, le régime leur interdit de posséder un commerce ou de travailler comme artisans. Après cet événement, Hans Horfeld, l'ancien étudiant en droit, revient à son projet d'émigration. Il avait trouvé une place comme apprenti maçon chez un entrepreneur de Hambourg. Mais quelques jours après la nuit de cristal, il est remercié. Ses parents l'encouragent à partir et Hans commence à organiser son départ. Papa n'a jamais parlé de sa vie en Allemagne. Il n'a jamais évoqué sa relation avec ses parents. La première fois que je lui ai posé des questions, des larmes ont jailli de ses yeux. Après, je n'ai plus cherché à savoir, car je pensais que cela lui rappellerait des souvenirs trop tristes. À la fin de 1938, des milliers de personnes tentent désespérément de fuir le Reich. Hambourg est une plaque tournante de l'émigration, en raison de son port, mais aussi des nombreux consulats installés sur place. Hans Horfeld sillonne la ville, passant de l'un à l'autre. Il veut partir, n'importe où. C'est ainsi qu'il entend parler de la possibilité d'obtenir un visa pour le Brésil par Arassi de Carvalho. Il en fait part à son ami Horst Brauer. Ce jeune homme de 22 ans gagne sa vie comme ouvrier agricole
car le régime nazi lui a interdit de suivre une formation. Et il veut partir lui aussi, avec Hans. Quand mon père a dit à sa mère qu'il y avait cette possibilité de partir, elle lui a dit « Fonce, c'est le seul espoir ». C'est ainsi que les pères de Franklin Brauer et de Maria Julia Orfeld-Becker se présentent au consulat brésilien à l'hiver 1938 et obtiennent de la main d'Aracy de Carvalho le visa de tourisme tant espéré. Je ne sais pas par quel truchement les gens venaient à moi, mais ils étaient nombreux, très nombreux. J'ai fait ce que j'ai pu. Certaines personnes disaient que j'étais folle, mais leurs remarques ne m'atteignaient pas. Peu avant la Noël 1938, Hans Orfeld et Horst Brauer se rendent au port pour embarquer à bord d'un paquebot de la compagnie Hamburg Sud. Leur destination, le Brésil, un pays dont ils ignorent tout. En quittant le port, les bateaux passent le long des navires de croisière de l'organisation Kraft durch Freude. Les proches des réfugiés restent à quai. Parmi eux, les parents de Hans Orfeld. Le jeune homme les voit pour la dernière fois. Ils seront déportés à Auschwitz et n'en reviendront pas. Il m'a dit que l'un des moments les plus tristes de sa vie, c'est lorsqu'il a dit au revoir à ses parents depuis le bateau, tandis qu'il se tenait sur le quai du port de Hambourg. Les hommes déportés après la nuit de cristal font déjà l'expérience de l'arbitraire et de la violence des camps, comme à Sachsenhausen. En 1938, les camps de concentration servent d'abord à montrer aux Juifs qu'ils sont des indésirables. Ces mesures visent aussi à frapper l'imagination des familles juives. Elles voient des proches persécutés, emprisonnés puis déportés, et n'ont aucune information sur l'endroit où ils ont été emmenés. Donc on fait tout ça aussi pour répandre la peur dans les familles juives, afin de les encourager à partir. Pour Aracy de Carvalho, ce sont autant de nouveaux défis. Je m'appelle Inge Herborn. Mon fiancé est prisonnier à Buchenwald. Il sera libéré s'il s'engage à partir à l'étranger. Nous voudrions quitter l'Allemagne. J'ai vu de nombreux consulats, mais aucun n'accepte de nous délivrer de visa. C'est pour ça que je suis venue vous trouver. Où habitez-vous, à Hambourg? Avez-vous la même adresse que votre fiancé? Nous habitons Breslau. Je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux traiter que les demandes de personnes domiciliées à Hambourg. On m'a parlé de vous. C'est pour vous voir que j'ai fait tout ce chemin. Vous êtes notre dernière chance. Je ne peux rien vous promettre. Revenez me voir ce soir. Oh, merci. À tout à l'heure. Elle prend de plus en plus de risques. Personne suivante? Moi, j'ai documenté quelques petites irrégularités qu'elle a faites vis-à-vis de la législation. La première, c'était d'accorder des visas à des gens qui ne dépendaient pas de la circonscription du consulat de Hambourg. Donc, il y a eu le couple qui habitait Breslau et qui, eux, sont venus à Hambourg. Ils ont simulé une résidence à Hambourg. Ils ont trouvé, par la police hambourgeoise, une attestation comme quoi ils étaient résidents à Hambourg. Comment avez-vous fait votre compte? Vous n'avez pas pu émettre de passeport pour des citoyens allemands au consulat brésilien? Du fait de mon travail, j'ai pu nouer des amitiés. J'ai rencontré des employés de grandes entreprises ou de différentes administrations qui partageaient mes vues. Tous les Allemands n'approuvaient pas les mesures arbitraires prises par Hitler, même s'ils ne le montraient pas ouvertement. Nous avons travaillé ensemble à aider des Juifs. D'accord, mais qui étaient ces personnes? Vous pouvez me donner des noms? J'ai donné ma parole de ne jamais les révéler. Et je tiens toujours mes promesses. En tout cas, en janvier 1939, Aracy de Carvalho a les coups des franches au consulat. Au Brésil, c'est traditionnellement un mois de vacances.
et João Guimarães Rosa remplace le consul général. C'est lui qui signe les visas. Grâce à lui, de nombreuses demandes de titres de séjour sont immédiatement approuvées, dont celle du couple de Breslau. Nous avons traité la majorité de ces demandes entre 1938 et l'été 1939. Ensuite, avec la guerre, l'activité du consulat a diminué progressivement. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Dans le port de Hambourg, la navigation civile est pratiquement à l'arrêt. Des paquebots des lignes de compagnies maritimes hambourgeoises et même des bateaux de croisière du Kraft Durchfreude sont réquisitionnés. Il devient de plus en plus difficile de fuir le Reich. Très vite, l'achat de denrées alimentaires est limité. Arassi reçoit des tickets de rationnement. En 1940, la guerre arrive à Hambourg. Les premiers raids aériens britanniques détruisent quelques immeubles et il y a des victimes. Je vais envoyer Eduardo vivre chez ma mère. Ce n'est pas un endroit pour un enfant et on ne sait pas combien de temps la guerre va encore durer. Tôt ou tard, l'Amérique entrera en guerre et de nombreuses autres nations lui emboîteront le pas. L'Allemagne n'a aucune chance de gagner. Les Allemands sont stupides. Hitler les manipule et ils se laissent faire. Drôle de parole pour un diplomate censé être neutre. La guerre achève de faire de João Guimarães Rosa un ennemi de l'Allemagne nazie. Sa position ne passe pas inaperçue. Selon un dossier du ministère allemand des Affaires étrangères, le diplomate est surveillé par la Gestapo. En 1940, il est classé comme opposant à l'Allemagne en raison de ses déclarations. Et la Gestapo se renseigne sur son compte auprès des autorités hambourgeoises qui le décrivent comme un homme discret et sans histoire. Le ministère allemand des Affaires étrangères se plaint toutefois auprès de l'ambassadeur du Brésil à Berlin qui promet d'admonester le consul adjoint. João Guimarães Rosa s'engage à faire profil bas. L'affaire sera finalement classée en 1941. À partir de septembre 1941, les Juifs sont contraints de porter une étoile jaune. Ils sont désormais clairement identifiés comme des éléments étrangers au sein de la société. Dans le même temps, le régime nazi leur interdit de quitter le pays. L'organisation de secours des Juifs est dissoute. Quelqu'un a déposé une lettre pour vous. Merci. Ludwig Freudenthal, de l'Organisation de secours des Juifs, s'adresse une dernière fois à la jeune femme. Son travail est terminé. Il la remercie pour son aide et son engagement tout au long des dernières années. Grâce à elle, de nombreux persécutés ont pu quitter l'Allemagne. Cette lettre est un témoignage exceptionnel du courage dont Arassi a fait preuve au consulat. Dans un moment où les personnes qui se présentaient à elle étaient clairement déshumanisées dans leur quotidien. Et Arassi était quelqu'un qui leur regardait d'égal à égal comme des êtres humains. Elle leur donnait une dignité, elle était respectueuse. Et je pense que ce n'est pas un détail, au contraire. Fin 1941, la dernière phase de la politique juive se met en place. C'est la déportation massive et systématique des Juifs allemands. À ce moment-là, 160 000 d'entre eux vivent encore sur le territoire du Reich. Pour la plupart, c'est un arrêt de mort. Bientôt, les convois vont se succéder vers les camps d'extermination. Ludwig Freudenthal sera assassiné à Auschwitz en 1944. À ce moment-là, Arassi et João ont déjà quitté l'Allemagne. Début 1942, le Brésil est entré en guerre dans le camp des Alliés. Le consulat brésilien de Hambourg a fermé et la courageuse entreprise d'Arassi de Carvalho a pris fin.
Elle n'a pas tenu le compte des gens qu'elle a aidés, mais elle a procuré des visas à un grand nombre de juifs allemands. Aracy a retrouvé son fils au Brésil en 1942. Et João Guimarães Rosa est resté à leur côté. Ces années passées à Hambourg ont soudé le couple. Il deviendra le grand-père attentionné des enfants d'Eduardo, dont Vera. Ils étaient très proches, très complices. Il lui montrait tout ce qu'il écrivait. Elle était sa première lectrice et lui faisait des retours. Ils vivaient vraiment à deux. Ils avaient des couples d'amis. Ils faisaient presque tout ensemble. João Guimarães Rosa conserve ses fonctions de diplomate jusqu'à son décès prématuré en 1967. Mais ce sont ses romans et ses poèmes qui le rendront célèbre. C'est l'un des grands écrivains brésiliens du XXe siècle. Le Brésil devient le pays d'adoption de nombreux réfugiés allemands. Comme la plupart des Juifs arrivés grâce à un visa de tourisme, Karl Franken parvient à légaliser sa situation. Il prend la nationalité brésilienne. Karl devient Carlos. À son arrivée au Brésil, comme il était très expansif et sympathique, il a rapidement trouvé un emploi dans une fabrique de jouets et d'autres objets en plastique qu'il vendait dans la rue. Karl Franken se marie et fonde une famille. Il a 3 fils. À la fin de sa vie, c'est un homme d'affaires prospère, entouré d'une grande famille, avec de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses 3 fils restent reconnaissants à la femme qui a sauvé leur père. Aracy a joué un rôle fondamental dans l'arrivée de mon père au Brésil, et par conséquent pour toute la famille qu'il a fondée ici. Sans elle, je ne serais pas là. Avez-vous gardé le contact avec les Juifs que vous avez aidés? Parmi les personnes auxquelles nous avons pu procurer un visa au consulat de Hambourg, beaucoup m'ont écrit après la guerre. J'ai reçu des lettres des États-Unis, de Colombie, d'Argentine, mais la plupart venaient de Rio et de Sao Paulo. La plupart ont fait leur vie au Brésil. Et serait-il possible de voir une de ces lettres? Je n'ai pas tenu à les conserver. Ils étaient vivants, cela me suffisait. L'une de ces lettres a survécu, ou du moins une copie. Un mot de remerciement écrit par Horst Brauer et Hans Orfeld en 1942. Les 2 jeunes gens sont restés au Brésil. Ils ont tous 2 construit leur vie et fondé une famille à Sao Paulo. Ils sont restés amis toute leur existence. Cette amitié continue de vivre à travers leurs enfants et petits-enfants qui sont restés très liés. Tous sont les témoins vivants de l'aide apportée par Aracy. Plus tard, certains de ceux qu'Aracy a sauvés de la terreur nazie vont mentionner son nom à l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, dont Margaret Levy. Nous sommes restés très proches, Margaret et moi. Elle n'est pas seulement mon amie, mais celle de toute la famille. Margaret faisait partie de notre vie. Elle avait été adoptée par la famille. Elle était comme une arrière-grand-mère. Elle passait toutes les fêtes de Noël et de Pâques avec nous. Elle partait en voyage avec nous. Je savais qu'Aracy l'avait sauvée. Il faudra attendre 40 ans pour que le courage héroïque d'Aracy de Carvalho soit officiellement reconnu. En 1982, le titre de « Juste parmi les nations » lui est décerné en Israël par le mémorial Yad Vashem. Vous étiez honoré? Ah oui. Aracy de Carvalho.
Une femme qui n'avait jamais voulu être une héroïne, mais qui l'est devenue pour d'innombrables personnes.